Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Myriam Delille et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Aujourd'hui en manchette, une campagne publicitaire pour l'économie sociale. Oui, bien, on est en direct de la factory ce matin, justement, pour lancer officiellement la campagne économie sociale. C'est ça, l'économie sociale, le volet Boisneuf-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. Donc, c'est aujourd'hui, ce matin, qu'on fait ce lancement-là. Une programmation festive pour le musée d'archéologie du Roussillon. Le musée, en fait, conserve 200 000 objets qui ont été trouvés par les archéologues dans la région de Roussillon. Ça va de Léry, bien sûr, en passant par Châteauguay, jusqu'à la Prairie. Donc, c'est tous des objets qui ont été trouvés, donc qui datent des fois de centaines, mais des milliers d'années aussi, qui documentent toute l'histoire de la région. Painscourt lance un troisième appel de projet en développement social. Donc, pour pouvoir postuler à l'appel de projet, on doit être un organisme à but non lucratif ou un artiste. On peut également être un citoyen. Dans ce cas-là, il va falloir vous faire jumeler par un organisme communautaire, mais si c'est votre cas, vous pouvez nous appeler, puis nous, ça nous fait plaisir de vous aider à faire ce jumelage-là. Ensuite, il faut que le projet contribue au développement social. Quand on parle de développement social, chez nous, à Painscourt, c'est contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ou au développement de notre communauté solidaire. Puis ensuite, il faut que les projets s'adressent aux résidents de Painscourt ou que ça ait lieu à Painscourt. Vaudreuil-Dorion lancera une nouvelle plateforme web dédiée à la culture. Donc, on a décidé de mettre en place... on donne souvent l'image d'un parapluie. C'est vraiment un réseau parapluie qui va englober 6 points de culture importants sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, on parle ici du musée, de la maison Tressler, du centre d'archives, de l'église de Saint-Michel, donc tout le côté patrimonial, de la bibliothèque et de la maison Félix-Leclerc. Donc, c'est un réseau de points de culture qui s'implante. Le pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent lance une première campagne publicitaire d'envergure sur le territoire. L'objectif de la campagne, promouvoir l'achat local et les entreprises d'économie sociale de la région. Oui, bien, on est en direct de la factory ce matin, justement, pour lancer officiellement la campagne économie sociale. C'est ça, l'économie sociale, le volet Boisneuf-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. Donc, c'est aujourd'hui, ce matin, qu'on fait ce lancement-là. Dans tes mots, c'est quoi l'économie sociale? L'économie sociale, c'est un modèle de développement alternatif au développement traditionnel. C'est-à-dire que quand je te parle, toi, mettons, d'une entreprise, qu'est-ce qui te vient en tête? Une grosse shop avec des gens qui travaillent, c'est un magasin peut-être où est-ce que les gens vont acheter des biens. Alors, les propriétaires de ces entreprises-là, ce sont des propriétaires Inc. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont des actionnaires, ils parlent avec un modèle justement d'affaires qui est plus propriété privée. Ici, on parle de la propriété collective. C'est une entreprise démocratique. Les gens ne sont pas nécessairement propriétaires de l'entreprise eux-mêmes directement. C'est via un conseil d'administration, via une assemblée de coopérants qui vont être propriétaires de l'entreprise. Donc, la grande différence, c'est vraiment ça, c'est la propriété, dans le fond, de l'entreprise en soi. Donc, Surbois, entreprise d'économie sociale dans la région de Valleyfield. Nous, on a été créés à la base avec une mission d'aide donc aux jeunes de 18 à 25 ans dans la région. Donc, c'est ce qui nourrit Surbois, le besoin d'aider les jeunes, de les amener à intégrer le marché du travail. Super. Donc aujourd'hui, on était ici pour faire le lancement de la campagne. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Pour la région, en fait, on faisait un lancement conjoint entre Boisneuf-Salaberry et le Haut-Saint-Laurent parce que ce sont deux entités ou deux MRC, deux régions qui sont très proches l'une et l'autre. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur les deux territoires aussi, qui ont beaucoup de liens d'appartenance, si on veut. Donc, on voulait faire ça conjoint pour ces deux territoires-là. Sur l'ensemble, dans le fond, de la région Vallée du Haut-Saint-Laurent, il y a 14 entreprises ambassadrices. Ici, sur le territoire conjoint, il y en avait 5. Ce matin, il y en avait 3 qui étaient présentes pour présenter justement leurs produits et services. L'objectif de la campagne, c'est exactement ça, c'est de mettre en avant-scène les produits et services des entreprises d'économie sociale. Souvent, ils ne sont pas connus, les gens vont comprendre plus le volet ou la mission sociale en fait de l'entreprise. Alors nous, ce qu'on voulait faire, c'est les aider justement ces entreprises-là à mieux faire connaître leurs produits et services. Parce que pour que ces entreprises-là fonctionnent, bien, c'est de la vente, comme n'importe quelle autre entreprise à la base. Donc, c'est exactement ça pour ça. Puis c'est pour encourager ce modèle d'entreprise-là, justement, pourquoi le pôle lançait cette campagne ce matin. Alors, dans le Haut-Saint-Laurent, bien sûr, les 16 entreprises qui emploient 400 personnes et qui génèrent environ 40 millions de chiffre d'affaires sont des témoins, sont des ambassadeurs de l'économie sociale, sont des contributeurs au développement économique qui ont leur place dans l'économie d'une région, d'un territoire, d'une MRC. C'est un créneau important qu'on va être appelé de plus en plus à développer.
et pour lequel, justement, au niveau du CLD, on regarde les possibilités d'appuyer encore plus concrètement ce qu'est l'économie sociale. Vous savez, le CLD a vécu une refonte au cours de l'année, donc nous allons étudier ça rapidement au courant de 2019 et continuer de supporter ces belles initiatives. Les entreprises d'économie sociale qui se voient comme étant des entreprises d'économie sociale peuvent faire une demande d'adhésion pôle d'économie sociale. C'est un des messages qu'on lançait d'ailleurs ce matin, de dire ceux et celles qui croient qu'ils sont en mode, c'est très simple en fait, économie sociale, c'est un OBNL ou une coopérative et qui ont un service marchand. Donc, c'est pas toutes les OBNL. Comme on pourrait penser, c'est pas toutes les OBNL. Ce sont certaines qui ont un volet marchand à la base. Et donc, ces entreprises-là, on les invite à joindre le pôle. C'est gratuit, de un. Puis de deux, ça donne une grosse exposure. Avec cette campagne-là, ça donne une grosse plateforme de visibilité, en fait, grâce à ce que le pôle essaie de déployer justement comme effort en termes de visibilité. Il faut se rappeler que l'économie sociale est synonyme de variété et de qualité de produits et de services accessibles dans une multitude de domaines, que ce soit en santé, en services sociaux, dans le volet de l'agroalimentaire, en environnement, en art, en culture et en transport collectif, aussi en information, technologie de l'information, pour ne nommer que ces champs d'activité. Et je me fais un devoir de justement proposer dès l'année prochaine aux élus un aide, du moins un montant d'argent, si on peut effectivement réussir à l'établir pour qu'ils puissent répondre dans les prochaines années aux entreprises. On parle d'une campagne de 50 000 $ sur l'ensemble des 5 MRC de l'ouest de la Montérégie, vallée du Haut-Saint-Laurent, donc Roussillon, Jardin-à-Pierreville, Vaudreuil-Soulanges, Bonneau-Salaberry, Haut-Saint-Laurent aussi. Et c'est sur plusieurs plateformes, comme on a présenté ce matin. C'est dans le fond sur Internet, sur les abribus et autobus des différentes régions. Et c'est aussi sur de la vidéo intégrée sur Internet, via Facebook aussi, que les gens vont voir passer en fait les différentes capsules promotionnelles, la visibilité dans le fond avec les affiches. Et qu'est-ce qu'on est fiers en fait? Bien, c'est les entreprises d'économie sociale qui sont à l'affiche en fait sur cette campagne-là. Pour son 5e anniversaire, le Musée d'archéologie de Roussillon propose une année chargée d'activités originales et festives. Le tout commence par l'entrée gratuite pour tous tout au long du mois de décembre. Frédéric Hottin, archéologue, est venu en studio nous expliquer quelques-unes de ses activités spéciales. Cette année marque le 5e anniversaire du Musée d'archéologie de Roussillon. Et pour l'occasion, on a la chance d'avoir en studio un archéologue, donc quelqu'un qui s'y connaît. Monsieur Frédéric Hottin, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, pour mettre les gens en contexte, là, c'est votre 5e anniversaire, mais pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans le musée? Le musée, en fait, conserve 200 000 objets qui ont été trouvés par les archéologues dans la région de Roussillon. Ça va de Léry, bien sûr, en passant par Châteauguay, jusqu'à la Prairie. Donc, c'est tous des objets qui ont été trouvés, donc qui datent des fois de centaines, mais des milliers d'années aussi, qui documentent toute l'histoire de la région. Et puis, il y en a donc exposés dans notre exposition permanente que les gens peuvent visiter. Il y a des visites guidées spécialisées pour ça. Donc, souvent, on les adapte selon le groupe. Là. Okay. Donc, c'est des familles, donc les intérêts des gens même. Il y a des activités éducatives aussi, donc qui sont liées à ça, différents ateliers, des ateliers de création aussi. Puis, bien sûr, donc les activités spéciales, souvent en lien avec nos expositions temporaires. OK. Donc là, il y en a une aussi au mois de décembre avec Marius Barbeau. Quelle est cette personne? Qui est cette personne? C'était un grand ethnologue. Donc, c'était quelqu'un qui étudiait le folklore local de plusieurs populations, mais notamment, et pour la première fois, il a étudié le folklore québécois. Donc, le folklore d'origine québécois. Puis, donc, cette exposition-là le met un peu en valeur, donc raconte son histoire, raconte un peu ses découvertes aussi. Okay. Donc, puis à travers ça, on découvre un peu notre folklore. Super, donc très intéressant. Il y a d'autres activités. Donc, au mois de janvier, il y a une veillée de danse aussi. Oui, tout à fait. Puis, il y a un volet éducatif qui s'en vient. Donc, il va y avoir une collaboration avec la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Oui, bien en fait, ça va être des ateliers qu'on va animer dans les classes. En fait, c'est moi qui va se déplacer. Okay. Donc, on va aller dans les classes primaires, même ou secondaires, donc, mais surtout primaires en général. Donc, c'est
troisième, quatrième année. On fait des activités et donc les gens vont, les élèves vont pouvoir en apprendre un peu plus sur l'histoire de la région, sur l'archéologie. Donc sur les populations autochtones donc, qui ont vécu dans la région, puis aussi sur les gens qui sont venus après, donc les Français, les Anglais et tous les autres. Donc ça risque d'être assez intéressant. Puis, c'est bien plus intéressant qu'un livre. Là, on va avoir un expert en chair et en os pour pouvoir en parler aux jeunes. C'est super. Puis au mois d'août, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en fait. Vous allez avoir une campagne de fouilles dans 3 municipalités du territoire. Comment est-ce que vous faites pour déterminer où est-ce qu'il y a du potentiel pour vous? En fait, en général, donc, les lieux où il y a du potentiel, c'est près des cours d'eau, souvent, ou près d'une route donc ancienne. Souvent, c'est la même chose. Donc, souvent, où il y a un cours d'eau, il y avait une route ancienne. Donc, on connaît des fois des lieux, donc avec des vieilles cartes, des vieux documents, donc des années 1600, 1700, début 1800. On peut cibler certains secteurs, mais pour les périodes plus anciennes, où il y avait que les Autochtones qui vivaient sur le territoire, là, par exemple, il faut se fier un peu plus à la topographie. Donc, en fait, il faut se demander, est-ce que c'est un bon endroit où camper? Donc, si on était quelqu'un qui était en canot, est-ce que c'est un bon endroit pour camper? Un bon endroit pour aller à la chasse, à la pêche, à la cueillette. Et donc, pour ceux qui sont habitués un peu au camping, donc, vous savez un peu cibler les bons spots. Donc, c'est un peu la même chose que l'archéologue fait. Donc, il va cibler ça sur des cartes topographiques. Il va aller sur le terrain aussi, puis il va cibler des secteurs. Pour le projet qui nous occupe, bien, c'est sûr qu'on va cibler des endroits où ce n'est pas des terrains privés, ce n'est pas des résidences, bien sûr. Donc, on va aller dans des parcs municipaux, des terrains donc, qui sont en friche ou dans des champs, par exemple. Ça pourrait arriver. On va cibler des secteurs aussi où on pense qu'on peut répondre à certaines questions. 3 questions, il y a 3 projets pour cet été. Probablement qu'on va avoir une fouille qui est un peu plus, on dit, urbaine. Donc, il va y avoir des vestiges d'habitation, de maisons, peut-être des années 1700, 1800, début 1800. On devrait avoir une fouille plus sur la période autochtone ancienne, peut-être les 8000, 7000 ans là, avant aujourd'hui. Donc, ça, il va falloir cibler des secteurs. Ça va être un peu plus compliqué pour trouver ces zones-là. Puis peut-être une autre zone, donc on ne sait pas encore, mais peut-être plus ciblé sur le passé industriel de la région. Il y avait des moulins dans la région, des moulins à eau. Donc, on aimerait ça essayer de trouver ces secteurs-là, donc ces vestiges-là. Donc, on va toucher plusieurs volets, aller essayer de compléter la collection du musée avec ça? Oui, compléter la collection, bien sûr, mais aussi compléter leur portrait du patrimoine et de l'histoire de la région. Il y a encore beaucoup de questions à répondre. Bien, justement, ça m'amène à la dernière question. La fin des festivités de votre 5e anniversaire, c'est basé sur l'exposition des résultats des recherches qui ont eu lieu à Châteauguay. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, même si on est encore loin, mais... Bien, on travaille là-dessus. C'est ce qui a été trouvé par l'école de fouilles de l'Université de Montréal pendant toutes les années qui ont été là. C'est formidable. C'est vraiment une très belle collection. C'est une collection vraiment qui est d'intérêt national. Donc, on va la mettre en valeur dans une exposition qui va être itinérante. Elle va aller au musée à la Prairie, mais après ça à Châteauguay, probablement à Ganawagé et ensuite peut-être même à Montréal, l'Université de Montréal, un lieu comme ça. Donc, elle va se promener. Puis, bien, ça va être une exploration du passé de l'île Saint-Bernard et de Châteauguay. Le passé autant naturel que culturel, donc archéologique. OK, on va faire le portrait comme ça des millénaires d'histoire de ce lieu-là. Est-ce que vous avez des exemples d'objets, de trouvailles intéressantes qui ont été... J'en ai vraiment beaucoup. Je peux vous en dire pas mal. Donc, il y a des pièces de monnaie qui datent des années 1500, par exemple. Il y a des petites perles qui faisaient partie d'un collier qui sont dans une pierre rouge, qu'on appelle la catlinite, et ça vient de l'Ouest. Donc, on ne trouve pas ça aujourd'hui, là, ces matériaux-là. Ah non, c'est très rare et ça ne se trouve pas dans la région, vraiment, ça vient de loin. Donc, et ça, c'est les Autochtones qui, par des échanges, donc, ont pu avoir accès à ça ici, donc avec d'autres groupes autochtones qui vivaient plus loin. Donc, il y a plein d'objets comme ça, donc bien sûr, des pointes de projectiles, donc des pointes de flèches et autres, des bouts d'armes, de la céramique. On a trouvé des vases presque complets amérindiens qui ont plus de 1000 ans. Donc, ça, c'est que vous avez dû reconstituer, j'imagine? Oui, on a une spécialiste qui a travaillé là-dessus. En fait, elle a réussi à en reconstituer 3. Ils sont presque complets. Ça, c'est très rare au Québec. On en a moins de 10 au Québec. OK, super. Bien, écoute, donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que tous les passionnés d'histoire ou même les gens qui se connaissent un peu moins, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Très intéressant. Donc, on donne rendez-vous aux gens. Tout le mois de décembre, on rappelle que c'est gratuit. Puis, on peut aller voir le site pour l'ensemble de la programmation.
Oui, archéoroussillon.ca. Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. La Ville de Pincourt présentait la semaine dernière les projets de développement social retenus pour 2018 et a profité de l'occasion pour lancer l'ouverture du 3e appel de projet. Célia Corriveau, chef de division développement social et culturel, explique en quoi consiste le fonds dédié à la communauté. Donc aujourd'hui, on est ici pour annoncer le 3e appel de projet en développement social, puis on en profite toujours pour faire un bilan de ce qu'on a fait l'année dernière avec cette enveloppe-là. Les artistes, les organismes culturels et communautaires de Pincourt sont invités à présenter un projet qui peut s'adresser à la communauté, petit ou grand groupe. On leur laisse le choix, leur création. Donc, l'année dernière, on peut faire un petit retour. Il y a eu quatre projets qui ont été retenus. Est-ce que tu peux les souligner? Bien oui, certainement. Dans le fond, il y a un projet de parrainage civique qui est le Zumba intégratif. Donc, il y avait des jeunes avec des déficiences intellectuelles qui sont venus ici faire du Zumba, puis on demandait à notre population de venir avec eux pour faire un mélange dans le but d'avoir une belle activité d'intégration, ce qui a très bien fonctionné. C'était tous les vendredis là, pendant l'automne-hiver. Nous, on a sauté là-dedans parce que c'est vraiment notre but premier que de faire des activités où on intégrerait les gens de la communauté. Les gens chez nous ont beaucoup apprécié de façon générale. Les gens qui ont participé au projet ont apprécié l'expérience. Donc, nous, ce n'est que du positif qui est ressorti de ce super beau projet-là entre la Ville et nous, le parrainage civique. On a les 5 à 7 communautaires qui permettent à la communauté de venir souper avec des organismes communautaires dans le but de se rapprocher d'eux autres puis d'avoir un meilleur accès après ça au service des organismes communautaires. On mise sur le fait qu'en les connaissant en plus, on va vouloir davantage on va se sentir plus à l'aise de fréquenter leurs services. Merci à la Ville de Pincourt, merci au département des loisirs et de la culture pour financer le déploiement des 5 à 7 communautaires sur le territoire de Pincourt dans la prochaine année. Il y aura 2 événements qui s'en viennent cette année. Votre politique de développement social est vraiment un exemple à suivre. Selon nous, là, dans le milieu communautaire, on trouve vraiment que la politique à Pincourt est vraiment superbe. Et puis, on est fiers de vous, puis on espère que les autres municipalités vont vous imiter. Ensuite, il y a le projet Exogène de C'est sur la télé qui a décidé de faire un projet qui vise l'intégration, qui vise à parler plutôt de l'intégration des jeunes dans notre communauté. À Pincourt, c'est 13 % de personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est une réalité avec laquelle on vit. Puis, ils ont fait un beau travail de décrire cette réalité-là, mais par et pour les jeunes. Donc, on a vu un extrait tantôt, puis franchement, ça promet. J'ai bien hâte de voir le produit entier. N'importe qui, à 15-16 ans, son but dans la vie, c'est juste remettre tout en question. Quand ils arrivent ici, à Pincourt, dans notre belle région, ils vivent un deuxième choc, un peu comme une météorite qui arrive sur la Terre puis qui explose. Le terme exogène, ça veut dire qui provient de l'extérieur. Et quand la météorite explose et éclate en 1000 morceaux sur sa terre d'accueil, finalement, elle va devenir intégrante de l'endroit où est-ce qu'elle est et finalement faire partie du paysage. C'est un peu ça le projet qu'on a voulu démontrer, mais par des jeunes, vus par, pour et avec des jeunes de 15 à 17 ans. Donc, il y avait aussi le projet Mosaïque Bleu qui vise aussi à discuter là, de l'intégration des jeunes qui viennent d'ailleurs. Dans le fond, c'est une artiste qui s'appelle Céline Poirier qui est venue à l'école puis qui a proposé aux élèves de faire une œuvre d'art qui va être exposée ici à l'Omnicentre. Puis cette œuvre d'art-là part aussi du point de vue des élèves sur c'est quoi venir d'ailleurs puis arriver dans notre société à nous. Donc, il y a eu des belles discussions qui ont sorti de cette œuvre d'art-là puis on a bien hâte de vous montrer de quoi ça va avoir l'air. C'est aussi important de vous dire qu'il y a plus du tiers de nos élèves qui sont issus de l'immigration et qu'ils représentent plus de 89 pays différents. Donc, c'est vraiment important pour nous de souligner toute la richesse qui est apportée par le multiculturalisme à notre école. Donc, on va créer une œuvre qui va être finalement rassembleuse et visuellement parlante.
Donc, pour pouvoir postuler à l'appel de projet, on doit être un organisme à but non lucratif ou un artiste. On peut également être un citoyen. Dans ce cas-là, il va falloir vous faire jumeler par un organisme communautaire, mais si c'est votre cas, vous pouvez nous appeler, puis nous, ça nous fait plaisir de vous aider à faire ce jumelage-là. Ensuite, il faut que le projet contribue au développement social. Quand on parle de développement social, chez nous, à Pincourt, c'est contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ou au développement de notre communauté solidaire. Puis ensuite, il faut que les projets s'adressent aux résidents de Pincourt ou que ça ait lieu à Pincourt. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les citoyennes et les citoyens, les artistes, les différents organismes sans but lucratif pour votre implication et surtout de contribuer à l'épanouissement de la ville. Le 31 janvier, c'est la date limite pour déposer une candidature. Puis en attendant, vous pouvez nous appeler ici à la ville de Pincourt. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, soit par courriel ou soit par téléphone. C'est vraiment une belle opportunité que la ville de Pincourt nous offre. Et puis, pour nous, ça fait toute la différence. La Ville de Vaudreuil-Dorion lancera bientôt une toute nouvelle plateforme web pour ses citoyens, mais qui servira également au public de l'extérieur. Chloé Marcil, chef de division culture et vie communautaire à la Ville, nous décrit le projet. Chloé, il y a un nouveau projet qui est en branle pour Vaudreuil-Dorion, pour la culture, en fait. Oui. Parle-moi un peu du réseau Mosaïque. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, premièrement, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, on a décidé de mettre en place... on donne souvent l'image d'un parapluie. C'est vraiment un réseau parapluie qui va englober 6 points de culture importants sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, on parle ici du musée, de la maison Tressler, du centre d'archives, de l'église de Saint-Michel, donc tout le côté patrimonial, de la bibliothèque et de la maison Félix-Leclerc. Donc, c'est un réseau de points de culture qui s'implante. Et parallèlement à ça, on a également un journal web qui va s'additionner avec ça, un agenda culturel qui va mettre en lumière un peu toute la programmation d'un seul coup d'œil de ce qui se passe sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et on a également une émission de télévision du nom de Mosaïque qui est présentée sur les ondes de C'est sur la télé, qui va vraiment faire des topos des artistes d'ici, de ce qui se passe dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, parle-moi un peu, dans le fond, c'est une plateforme web, donc un genre de calendrier. Quel type d'activité qui va être annoncé là-dessus? Bien, en fait, c'est vraiment une application. Bien, on dit que c'est une application. En fait, c'est une plateforme web qu'on va pouvoir avoir aussi à même, qui va s'adapter au téléphone mobile. Et quand on va cliquer sur le réseau Mosaïque, on va pouvoir retrouver, premièrement, l'agenda, qui va regrouper l'ensemble des programmations. C'est que ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a parlé de notre point de culture, mais on va également retrouver la programmation culturelle des autres organismes culturels de notre territoire, comme par exemple les fermières, s'ils ont des vernissages, s'ils font des ateliers, des conférences. La même chose, s'il y a des spectacles au niveau de différents chœurs, de chorales, on va les retrouver là. Donc, ça va vraiment nous donner là, le topo de ce qui se passe là, en un clin d'œil sur le territoire. Puis, on va avoir aussi une partie carte où est-ce qu'on va pouvoir situer physiquement nos points de culture. Parle-moi un peu du blog. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu? Ça ressemble à quoi au juste? C'est vraiment un journal, en fait, un magazine culturel, si je peux dire, qui va être alimenté par des citoyens, des bénévoles qui vont écrire. Donc, nous, on va avoir un rédacteur en chef, c'est Patrick Richard, qui va vraiment donner le ton. Et lui, il va former ces bénévoles-là qui veulent bien écrire au nom de la culture, donc aider à structurer le contenu, tout ça. Et c'est ces textes-là qu'on va retrouver également dans la zone journal culturel dans le fond de la plateforme web. Et également, on va retrouver des capsules vidéo de différents événements puis certaines actualités également culturelles. Donc, les textes, est-ce qu'il va y avoir des sujets prédéfinis? Ça va fonctionner comment? Est-ce que c'est pour expliquer quelles sont les activités, les organismes culturels? Oui, c'est sûr. Comme, par exemple, si certains bénévoles qui sont attitrés au musée, qui ont envie d'écrire sur qu'est-ce qui se passe au musée, c'est quoi les enjeux. On ne va pas juste être dans l'actualité de ce qui se passe nécessairement en ce moment au musée, mais aussi des enjeux qui peuvent vivre au niveau de la culture, au niveau de la société, dans leur travail imminent également. Donc, on va essayer de couvrir différentes sphères.
Super. Donc, il va y avoir quand même une belle liberté. Puis, pour les auteurs, est-ce qu'il y a un taux de participation ouvert à tous? Vous avez déjà une certaine banque d'auteurs? Bien, on est en train de travailler ça avec chaque point de culture de façon respective. Donc, ils sont en train de créer eux-mêmes leur réseau de bénévoles qui vont pouvoir écrire. Et éventuellement, c'est sûr qu'on va mettre en place un mécanisme pour inviter certains citoyens qui auraient envie d'écrire sur la culture à venir alimenter le réseau Mosaïque. Donc, Louis, est-ce que tu peux me rappeler d'où est venue cette idée-là, en fait, de partir ce programme-là? Oui, c'était une très longue démarche. En fait, ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, la volonté de départ, c'était vraiment de... En fait, on a créé des plateaux de travail dans le cadre de l'Agenda 21 de la culture parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur différents sujets et entre autres, un des besoins qui est ressorti, qui a été entendu de nos citoyens puis de nos acteurs culturels, c'était vraiment le besoin d'outils, d'avoir un média, d'avoir un outil qui permet la diffusion et aussi un agenda commun pour que tout le monde travaille finalement ensemble, qu'on enlève les silos qui se créent de façon malheureuse là, entre les différentes activités et tout ça. Donc, c'est parti de là. Donc, on a décidé de mettre en place ce réseau-là pour justement venir soutenir toutes les actions culturelles. Puis en même temps, pour nous aussi, la Ville, ça va faciliter notre travail parce que nous, notre mandat, c'est de venir bonifier l'offre culturelle qu'il y a déjà sur notre territoire. C'est que ça va nous permettre de mieux nous ajuster à l'offre culturelle qui est là présentement. Puis, ça va être mis à terme quand? Quand est-ce que ça va être accessible aux citoyens? Bien, les émissions de télévision Mosaïque ont déjà commencé leur diffusion sur les ondes de C'est sur la télé, la télévision communautaire. Et tout le réseau va prendre vraiment son envol en janvier 2019. Et maintenant, pour les nouvelles en bref. Lors de la dernière assemblée publique du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry du 28 novembre, la mairesse de Sainte-Martine, Mme Maude Laberge, a vu la confiance de ses collègues du Conseil des maires lui être renouvelée de façon unanime en lui confiant un second mandat de 2 ans à la préfecture de la MRC. C'est donc ensemble, dans un esprit de proactivité et d'initiative, qu'elle compte relever les nouveaux défis et mettre de l'avant les projets qui permettront à notre région de se développer ainsi que de rayonner. Du côté de Saint-Constant, la patinoire réfrigérée située à la base de plein air est maintenant ouverte. Les citoyens sont invités à visiter la carte interactive sur le site de la Ville afin de connaître l'état de la glace. La fin de semaine dernière, l'événement 24 heures pour la vie a permis d'amasser plus de 43 000 $ pour le fonds Sylvain Poisson de la Société canadienne du cancer, un fonds dédié à la prévention du cancer de la peau. De nombreux citoyens se sont amusés sur les glaces du centre multisport de Châteauguay. Le ministère des Transports a enfin annoncé la construction d'un nouveau pont de l'île aux Tourtes à Vaudreuil-Dorion. Les coûts de la réparation étant trop importants, le gouvernement a plutôt opté pour l'option de la construction. L'infrastructure comprendra 3 voies de chaque côté, une voie réservée au transport en commun ainsi qu'une piste cyclable. Le pont devrait se terminer en 2030. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission, votre dernier bulletin de la saison.